Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce lundi 4 juillet. L'axe Ouaga-Madrid se renforce davantage. Le président du Faso a reçu ce matin le secrétaire d'État aux affaires étrangères d'Espagne. Les relations bilatérales et les questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, ont été longuement abordées. Des arbres déracinés, des panneaux publicitaires arrachés, le grand vent qui a soufflé sur la capitale burkinabé hier soir a fait des dégâts dans la ville de Ouagadougou. Dans ce journal, le point des dommages et les témoignages des riverains. Un soutien de taille pour les centres de santé de la région des Hauts-Bassins. Ils ont reçu du matériel médical d'une valeur de plus de 192 millions de francs CFA. Un don fruit de l'amitié entre une députée suisse et le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Et puis les autorités irakiennes ont décidé de décréter un deuil de 3 jours après l'attaque terroriste qui a fait 213 morts et plus de 200 blessés samedi dernier. Le gouvernement irakien a annoncé de nouvelles mesures pour garantir la sécurité dans la capitale. On prend tout de suite la direction du palais de Kosiam où le président du Faso s'est entretenu ce matin avec le secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume d'Espagne. Il a été question du renforcement des liens d'amitié et de coopération et surtout de la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Roger Kam et Nyarkiteda. En ligne de mire de cette audience, transmettre l'amitié de l'Espagne au Burkina Faso et à son peuple, mais aussi et surtout traduire la volonté de son pays pour le renforcement des relations entre Madrid et Ouagadougou. Déjà, l'Espagne s'engage à soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est une menace globale aujourd'hui et nous pensons que c'est un domaine dans lequel nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire en échangeant des informations, qui est un élément essentiel, mais aussi en pouvant transmettre notre expérience aux forces de l'ordre au Burkina. Il y a déjà des échanges des membres de votre police et votre gendarmerie et qui vont en visite en Espagne pour recevoir des cours. L'Espagne accorde également du prix au domaine de la coopération au développement en ciblant des domaines clés pour le Burkina. Le président lui-même a mentionné certains secteurs. Il a mentionné très particulièrement l'agriculture et l'élevage comme un domaine dans lequel il pourrait y avoir une coopération. Il a mentionné aussi les énergies renouvelables dans lesquelles l'Espagne est un pays important qui a déjà un certain temps de grandes sociétés espagnoles qui font des projets d'énergie renouvelable, surtout dans le domaine du solaire. Donc c'est un autre domaine dans lequel nous pouvons travailler ensemble. Les logements sociaux pour les Burkinabés retiennent aussi l'attention de l'Espagne qui dit soutenir le gouvernement dans ce vaste projet. Au menu également des échanges entre le président Kaboré et le diplomate espagnol, la possibilité pour les entreprises des deux pays de collaborer et de travailler ensemble. Le Premier ministre a reçu cet après-midi des membres de la commission d'enquête parlementaire sur les titres miniers et les responsabilités sociales des entreprises minières. Les échanges ont porté sur les objectifs de cette commission et les auditions en cours. On fait le point avec Roger Kam et Frédéric Etienne Bassenga. La commission d'enquête parlementaire portant sur les titres miniers et les responsabilités sociales des entreprises minières de l'Assemblée nationale est allée partager ses objectifs avec le Premier ministre. Avec Paul Kabatieba, la commission a également parlé des auditions qui sont en cours dans le secteur minier. Les auditions se sont bien déroulées avec l'ensemble des services techniques de l'État qui sont concernés par le sujet. Et puis, à partir de demain, nous allons entamer les auditions avec les organisations de la société civile et les organismes non gouvernementaux sur le même sujet. Mais sur le contenu, le fond, je ne pense pas que ce soit le moment d'en parler, puisque nous sommes toujours en train d'échanger et de collecter des informations. Donc, il va falloir attendre la fin des travaux. Cette commission parlementaire a, entre autres, pour objectif de faire le point sur la traçabilité des titres miniers, de veiller à ce que les entreprises assument leurs responsabilités sociales et de voir si les questions liées à l'environnement sont prises en compte par les entreprises.
Le grand vent de ce dimanche 3 juillet, suivi de pluie, a occasionné beaucoup de dégâts matériels dans la ville de Ouagadougou. Des arbres déracinés et des panneaux publicitaires arrachés, c'est le constat que l'on pouvait faire après le passage de ce vent. Le point avec Mokhtar Ouedraogo, Ibrahim Sanou et Nyarkitida. Des morceaux de tôle sur des fils électriques en plein cœur de Ouagadougou. Des arbres déracinés par-ci, des panneaux publicitaires à terre par là, tels sont les dégâts causés par l'orage d'hier. Les dégâts varient d'une zone à une autre. Juste à côté du secrétariat général du gouvernement, par exemple, on peut voir ces grands arbres déracinés par le vent. Le hangar situé à l'intérieur de la cour a cédé sous le poids de l'arbre. C'est la pluie de hier soir que l'arbre a tombé. Désormais, moi, je voulais dire chez les gens qui aiment s'asseoir devant l'arbre, il faut faire attention au moment de pluie. Et ça, là, si il y avait quelqu'un dedans, c'était un décès seulement. Un peu plus loin, sur le boulevard Charles de Gaulle, c'est le même constat. Ici, c'est le panneau publicitaire qui est arraché par le vent. Heureusement, aucun usager n'est passé à cet instant. Sur la circulaire, non loin d'ici à haut, ce panneau publicitaire est littéralement froissé par cet arbre déraciné. Sur toute cette ligne-là, vous allez constater des panneaux qui sont couchés et il y a d'autres qui sont restés debout. Ça veut dire que d'une part, le travail n'a pas été bien fait. Le panneau de la chaîne au cœur des grands événements n'a pas pu résister à ce vent dévastateur. En ces moments de pluie, la plus grande prudence est recommandée aux usagers de la route afin de se mettre à l'abri d'éventuels dangers. Le ministre en charge de l'eau a effectué une tournée de suivi de la mise en œuvre du programme présidentiel eau et assainissement dans la région des Cascades. À l'issue de la sortie de terrain, Ambroise Ouedraogo s'est dit satisfait de l'exécution du programme dans cette partie du Burkina. Le point avec Karim Ilboudo et Kadouromen Ki. Juste un petit local exposé et insalubre. Voilà comment se présentent la plupart des latrines scolaires dans quelques villages reculés de la région des Cascades. Entre insalubrité et non pléthorique dans les classes, le ministre Ambroise Ouedraogo a pu toucher du doigt les réalités en la matière. On dit qu'il y a plus de 700 enfants dans la deuxième école, c'était autour de 500, etc. Et nous avons vu qu'ils étaient enthousiastes d'avoir ces latrines. C'est un réconfort pour ces jeunes-là, afin qu'ils aient le b.a.-ba de l'assainissement. Parce que qui dit assainissement dit santé. À Moussodougou, l'on s'affaire à la réhabilitation de ce barrage qui subit une dégradation à cause des fuites sur les rives. Un barrage qui est pour la ville de Banfora ce que Ziga est pour la ville de Ouagadougou. Ce barrage-là, c'est un peu la clé de voûte actuellement de la gestion des eaux de la Haute-Comoé, ce qu'on appelle la Haute-Comoé. Et il y a le barrage de Moussodougou sur lequel nous sommes. Il y a le barrage de la Lobi qui est juste à 2 km à côté. Et le barrage de Toussiana. Ces trois barrages-là pris ensemble et permettent donc de fournir l'eau à la Soussiko, d'approvisionner en eau la ville de Banfora. Le barrage de la Comoé, c'est 38 millions de mètres cubes sur une hauteur de 35 mètres. Toussiana, c'est 6 millions de mètres cubes. Et la Lobi, c'est autour de 5 millions. Vous voyez l'enjeu que représente donc ce barrage. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans le programme présidentiel eau et assainissement pour l'année 2016. Un programme dont le taux d'exécution des travaux a été positivement apprécié par le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. Mettre la biotechnologie au service de la sécurité alimentaire, c'est l'ambition du réseau africain pour la promotion de la biotechnologie. Le réseau, constitué de plusieurs associations, a officiellement lancé ses activités ce jeudi 30 juin. Le point avec Jean-Hugues Bayala, Ibrahim Sanou et Draman Guéné. Faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Burkina à travers les biotechnologies, c'est l'objectif qui a prévalu à ce présent lancement des activités du réseau africain pour la promotion des biotechnologies. Présent sur le terrain depuis 2012, le réseau se veut un cadre d'échange et d'information sur les questions liées à la biotechnologie. Nous sommes reconnus en tant que réseau qui essaie de faire ce qu'il peut pour promouvoir les biotechnologies que nous savons importantes pour le développement du Burkina et surtout dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans son exposé, le docteur Oumar Traoré montre ici les avantages du coton BT pour les producteurs,
malgré le retour du Burkina au coton conventionnel. Je pense que le coton BT, la question qui s'est posée, les problèmes qui sont posés récemment là-dessus, je pense qu'il faudrait aussi que vous ayez au niveau des producteurs eux-mêmes. Demandez aux producteurs de coton, producteurs de coton, ce n'est pas des représentants de producteurs, des producteurs de coton, s'il y en a qui ne veulent pas cultiver le coton BT. Donc la vérité se trouve à leur niveau. Le réseau africain pour la promotion des biotechnologies est un regroupement de plusieurs associations. Il compte poursuivre son action d'information sur le terrain afin de lever le mythe autour des biotechnologies. L'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, a entamé des discussions avec des acteurs judiciaires. L'objectif est de recueillir des propositions afin d'améliorer le règlement des différends non juridictionnels de la commande publique. Les conclusions de la rencontre devraient également permettre d'assainir le domaine des marchés publics et de relever le défi de la bonne gouvernance. Urbain Sommet, Moumouni Soubeiga. Dans la passation des marchés publics, l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, est appelée à régler les différends qui opposent les soumissionnaires. Il faut donc trouver des mots justes pour aboutir à un compromis. Et c'est en cela que l'ARCOP recherche l'appui des acteurs du monde judiciaire à travers cette rencontre d'échange. Les marchés publics, c'est des enjeux. Il y a le secteur privé, les soumissionnaires qui soumissionnent pour les marchés. Et donc, dès que vous avez plusieurs personnes qui soumissionnent, ce n'est pas évident que tout le monde soit d'accord avec les résultats Donc, on donne la possibilité à tous ces soumissionnaires, celui qui se sent lésé, de faire un recours auprès de l'ARCOP. Mais l'ARCOP ne rend que une décision non juridictionnelle. C'est pour dire que la personne qui n'est pas satisfaite des décisions rendues par l'ARCOP a la possibilité de faire un autre recours auprès des juridictions compétentes. Voilà. Les échanges sont prévus pour durer 48 heures. L'ARCOP attend de ses partenaires du monde judiciaire des recommandations, histoire de contribuer à des meilleurs règlements des différends non juridictionnels et de relever le défi de la bonne gouvernance, selon le président de l'ARCOP. Et puis, les moyennes entreprises soumissionnent souvent au marché public. La Direction générale des impôts vient de créer une deuxième direction des moyennes entreprises. Elle permettra de désengorger la première et de faciliter le paiement des impôts par les contribuables. Issa Kafando, Maïmouna Traoré. Un service de proximité pour les acteurs des moyennes entreprises. Karim Sawadgo et Odile Wangrawa sont les premiers contribuables à payer leurs impôts à la nouvelle direction des moyennes entreprises. Une opération qui s'est déroulée selon eux sans souci majeur. Avant, c'était une seule direction pour plusieurs contribuables et des fois, ils ont des problèmes de connexion. On part attendre, tu vas déserter ton service du matin, aller attendre jusqu'au soir sans avoir pu déclarer. Selon le directeur général des impôts, l'ouverture d'une seconde direction des moyennes entreprises à Ouagadougou était une nécessité. Pendant que les grandes entreprises tournent autour de 600, nous avons à Ouagadougou près de 5000 moyennes entreprises. Donc une seule direction, naturellement, ne pouvait pas gérer toutes ces entreprises-là, parce qu'aux échéances fiscales, ça fait des engorgements. Donc en créant une deuxième direction des moyennes entreprises, on désengorge, donc on permet un meilleur suivi des contribuables, un meilleur encadrement également. Le système fiscal au Burkina Faso est déclaratif. Chaque citoyen contribuable devrait donc déclarer et payer spontanément ses impôts. Mais ils ne sont pas souvent nombreux à s'acquitter de ce devoir. C'est pourquoi le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a salué cette initiative de la Direction générale des impôts pour renforcer les capacités de mobilisation des ressources et améliorer la qualité du service rendu aux usagers. 192 millions de francs CFA, c'est la valeur du lot de matériel médical et de produits médicaux dont a bénéficié la Direction régionale de la santé des Hauts-Bassins. Ce matériel est le fruit de l'amitié entre une députée suisse et le président de l'Assemblée nationale du Burkina, ce dont vise le relèvement du plateau technique des structures sanitaires et l'amélioration de la prise en charge des malades. Le point avec Idrissa Warga et Moumouni Barou.
Plus de 500 000 masques complets de chirurgie, 34 000 blouses de protection et 180 000 gants médicaux, le tout d'une valeur de 192 millions de francs CFA. Ces dons de matériel médical par le centre hospitalier universitaire d'Ivaux en Suisse est le fruit de l'amitié entre la députée suisse Isabelle Chevalier et le président de l'Assemblée nationale Salif Diallo. Et c'est avec le sourire aux lèvres que les premiers responsables de la santé des hauts-bassins reçoivent ces lots de produits médicaux. Un lot de produits médicaux qui va contribuer significativement à l'amélioration du plateau technique médical. Vous comprenez notre émotion ce soir pour ce don qui est d'une grande valeur et qui touche une partie sensible, puisque, si vous l'avez remarqué, ça concerne surtout du matériel du bloc opératoire, où l'accès est souvent difficile sur le plan financier au vu des coûts des soins à ce niveau. Ce don de matériel marque le début d'un partenariat qui se veut durable et solide entre les partenaires suisses et le gouvernement burkinabé. Réouverture du commissariat de police de Houndé. Les services de police sont de retour dans cette ville après 2 années d'absence. L'ouverture officielle des nouveaux locaux et l'installation du directeur provincial de la police du Tuy se sont déroulées ce matin en présence du ministre d'État en charge de la sécurité intérieure. Le point avec Lamine Karantao et Mireille Carole Tougouma. La police nationale est de retour à Houndé après 2 ans d'absence et c'est ce bâtiment qui abrite désormais sa direction provinciale et son commissariat. Cette relance des activités de la police est bien accueillie par la population qui l'attendait impatiemment. C'était notre souhait le plus ardent. Surtout nous sommes dans une activité qui a vraiment besoin de la sécurité. Heureusement, en tout cas, nous remercions nos gouvernants d'avoir en tout cas nous amené le commissariat. Et comme vous le constatez, Houndé est devenu une grande ville avec beaucoup d'activités et il n'était pas convenable qu'on ne puisse pas trouver un commissariat ou une direction provinciale de la police nationale ici. Installé ce jour même dans ses nouvelles fonctions, le directeur provincial de la police nationale du Tuy compte sur la collaboration de tous les acteurs de la province pour relever les défis sécuritaires qui se présentent à lui. C'est avec la collaboration des autres forces de défense et de sécurité, sans oublier les populations, parce que leurs contributions seront les bienvenues. Nous venons dans une situation, dans un contexte vraiment très difficile, mais rien n'est impossible lorsque vous avez le soutien des uns et des autres. Et c'est avec un effectif immédiatement opérationnel que la police nationale reprend ses activités ici à Houndé. D'une valeur d'environ 8 millions de francs CFA, le bâtiment qui l'abrite a été construit grâce au financement de la commune de Houndé, la société minière Houndé Gold et des particuliers. L'acte de réunification des provinces qui forment aujourd'hui le Canada a été signé le 1er juillet 1867. Depuis, le Canada célèbre chaque 1er juillet sa fête nationale. Les Canadiens du Burkina ont commémoré la 149e fête nationale de leur pays vendredi dernier à l'école internationale de Ouagadougou. Occasion de passer en revue la coopération entre le Canada et le Burkina. Le point avec Moukoun Dabiri. Le Burkina Faso, aux côtés du Canada, pour la célébration de sa 149e fête nationale. Pour le chargé des affaires de l'ambassade du Canada au Burkina Faso, cette commémoration traduit la volonté du peuple canadien de défendre les valeurs universelles de la démocratie. 149 ans, c'est un anniversaire important dans l'évolution d'un pays. Oui, au Canada, tous les Canadiens et Canadiennes soulignent cet événement. Et on est bien content avec nos partenaires et nos amis du Burkina partager cette fête. C'est un vivre ensemble qui a évolué avec le temps et qui a formé la société canadienne. L'axe Ouagadougou-Ottawa se porte bien, précise Luc Pincens. Le Canada soutient le Burkina Faso dans ses efforts de développement, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la bonne gouvernance et du développement économique. Une coopération que le chef de la diplomatie veut voir étendre
au domaine de la sécurité. Nous sommes confrontés aux défis sécuritaires et c'est important pour nous, c'est important aussi pour le privé canadien qui a beaucoup d'intérêt dans ce pays et surtout dans des zones très très sensibles de notre pays comme le nord et le Sahel. Et ce sont des discussions que nous allons entamer avec nos amis du Canada. Le Canada est surtout présent au Burkina Faso dans le secteur minier. Et désormais, le secteur privé canadien veut soutenir le Burkina pour l'exploitation de l'énergie solaire, a martelé Luc Pincens. Les membres du Parlement des jeunes ont suivi du 2 au 3 juillet dernier une formation axée sur le thème droit parlementaire et processus du travail parlementaire. Parmi les modules dispensés, les origines juridiques des actes parlementaires et l'organisation de l'hémicycle. Le reportage est de Jean Zongo et Ismaël Dilouma Sirima. S'unir et réfléchir sur les maux qui minent la société burkinabé. Ces jeunes veulent aller dans cette direction, d'où leur organisation en gouvernement et en parlement des jeunes. Ainsi, à cette rencontre, ils veulent s'outiller sur la question des droits parlementaires et aussi apprendre à proposer des projets de loi. Au niveau aussi de l'Assemblée nationale, de notre jeune assemblée, simulation des députés, nous avons aussi, par exemple, concernant le chômage qui est un problème au Burkina ici, nous avons déjà des projets que nous voulons mettre en œuvre pour transmettre à nos autorités. Mais avant cela, l'heure est à la formation. Des modules tels que la procédure de travail parlementaire et le contrôle de l'action du gouvernement sont au programme. Il s'agit pour nous d'édifier ces jeunes volontaires sur les b.a.-ba du droit parlementaire ainsi que le rôle des parlementaires, mais également nous appesantir sur le règlement de l'Assemblée nationale et peut-être aborder un peu de droit parlementaire comparé. Et cette initiative enchante beaucoup le ministère en charge des relations avec le Parlement. Selon son premier responsable, cela contribue à développer la citoyenneté. La finale internationale des thé-batteurs s'est déroulée vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Les premiers prix ont été remportés par le lycée municipal de Port-Boué en Côte d'Ivoire et l'université Ouaga 2 du Burkina Faso. Des précisions avec Hassan Gouragou et Ali Traoré. Convaincre à travers la parole, c'est l'exercice qui réunit ici à Bobo-Dioulasso des lycées et universités du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Pour cette finale internationale, des thèmes en rapport avec la réconciliation nationale et également sur le panafricanisme sont au centre des débats. Vu que la question de la stabilité et du développement se pose, il est de notre devoir de questionner un peu cet aspect de notre histoire pour voir est-ce qu'il faut opter pour le micro-étatisme ou pour le fédéralisme. Je pense que les candidats ont bien abordé ce sujet. Je pense que le public a été édifié vu les applaudissements nourris pendant les compétitions. Pour cette finale, le lycée Ouézin Koulibaly de Bobo s'oppose au lycée municipal de Port-Boué. Et l'université Ouaga 2 s'est mesurée à celle d'Oufoué-Boigny de Cocody. Après confrontation en catégorie lycée, c'est Abidjan qui se distingue, tandis que chez les universitaires, Ouaga 2 se montre plus entreprenante. Il n'y a pas eu de secret véritablement, on a su se préparer seulement et dit d'abord que bon, on avait comme des aptitudes à s'exprimer parce que moi je suis militant de l'ANEB, syndicat d'étudiants, bon, ce qui m'a permis quand même d'apprendre à m'exprimer, ce qui a fait que ça m'a facilité la tâche dans la préparation de ces débats et surtout dans ma manière de s'exprimer. Voilà. Donc on a fait des recherches pour pouvoir exposer nos points de vue. Vraiment, je suis ravie de faire partie des meilleurs du débatteur, puisqu'on avait des adversaires hors thème. Moi-même, j'étais frustrée, j'avais vraiment peur. Les meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés à cette finale internationale des débatteurs. Le bilan de l'attentat terroriste qui a frappé ce samedi Bagdad, la capitale irakienne, s'est alourdi. L'on parle désormais de 213 morts et plus de 200 blessés. Les autorités irakiennes ont décrété un deuil national de 3 jours. Le gouvernement, critiqué pour son laxisme, a annoncé de nouvelles mesures sécuritaires.
Le recueillement après l'horreur à Bagdad. Lundi, l'Irak a décrété 3 jours de deuil national après l'attentat sanglant perpétré samedi soir dans le quartier chiite de Karada. Un véritable carnage qui a fait au moins 213 morts, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Parmi les quelques 200 blessés, certains sont dans un état critique. La plupart des gens de cet immeuble avaient une vingtaine d'années, explique ce témoin. Il y avait ici 300 personnes. Le gouvernement ne fait rien pour notre sécurité. Après avoir évacué les victimes, les opérations de nettoyage n'ont pas tardé, mais c'est un pan entier du quartier qui a été entièrement détruit. Tout a commencé par l'explosion d'un camion frigorifique conduit par un kamikaze. La déflagration a aussitôt provoqué un chaos indescriptible, suivi par un gigantesque incendie. Cet attentat, le plus meurtrier depuis 1 an en Irak, a été rapidement revendiqué par le groupe État islamique. Un carnage en guise de représailles après la récente reconquête de la ville de Falloujah par les forces armées irakiennes. Nous sommes très tristes pour toutes ces victimes innocentes, explique ce riverain. Ce désastre a eu lieu alors que nous fêtions la nuit sainte pour la fin du Ramadan. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est une tragédie, c'est un acte hideux et nous célébrons l'Aïd avec tristesse. Accusé d'impuissance, le gouvernement irakien a annoncé que des scanners rapides vont être installés à toutes les entrées de Bagdad pour tenter de détecter des engins explosifs. La tension reste vive entre Israël et la Palestine. Après les violences de ces derniers jours, Israël a décidé de façon unilatérale de bloquer la ville d'Hébron et sa région. Il y déploiera également des centaines de soldats. La mesure la plus substantielle sur le terrain depuis 2014, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lerner. La construction de nouvelles colonies israéliennes en Cisjordanie va se poursuivre malgré les critiques du Quartet publiées vendredi dans un rapport officiel. En outre, depuis samedi, le district d'Hébron est aussi totalement bouclé par l'armée israélienne. Ces mesures font suite au regain de violence survenu ces derniers jours. En 48 heures, 2 Israéliens ont été tués et 6 autres ont été blessés, tandis que 3 assaillants ont été abattus. La bataille contre la terreur se poursuit, a expliqué le Premier ministre israélien dimanche matin. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous mettons en œuvre toutes les mesures à notre disposition, y compris celles que nous n'avions jamais utilisées, comme le bouclage du district d'Hébron et de ses 700 000 habitants. Nous avons aussi révoqué le permis de travail des habitants de Bani Naïm, d'où venaient 6 des assaillants. Le blocus d'Hébron intervient alors que la communauté internationale vient de rappeler qu'aucun processus de paix ne pouvait être envisagé dans la région sans un accord bilatéral négocié par les Israéliens et les Palestiniens. Nouveau débarquement à l'aéroport de Ouagadougou pour les dirigeants du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, libération provisoire pour le commandant Aziz Korogo et affaire Djibril Bassolé sont les principaux sujets à la une des quotidiens de ce lundi 4 juillet. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Achille Tapsoba et Zambende Sawadougou de nouveau débarqués d'avion. Les parutions du jour racontent la seconde odyssée vécue par ces 2 dirigeants de l'ex-parti majoritaire. Bis repetita pour Achille et Zambende affiche les éditions Le Pays. Comme le 5 juin dernier, ils ont encore été empêchés de se rendre en Côte d'Ivoire sans que les policiers chargés de leur débarquement n'aient pipé mot sur les motifs. Les 45 minutes de demande d'explication n'y feront rien, les policiers répétant à tue-tête que l'ordre venait de la hiérarchie. Font-ils aussi peur, s'exclame l'Express du Faso. Que leur reproche-t-on au juste, se questionne encore le journal. Qu'on nous le dise une bonne fois pour toutes parce que le peuple a besoin de savoir. Cet énième débarquement ne dégage ni plus ni moins qu'une odeur de règlement de compte entre anciens camarades, mentionne le quotidien. Cet imbroglio n'a que trop duré et à force de vouloir ridiculiser ses amis d'hier, le pouvoir en place ne réussira qu'à en faire des martyrs de notre genre, ce qui les élève plutôt aux yeux de l'opinion, écrit le journal. Autre sujet à la une, les parutions annoncent à l'unanimité la liberté provisoire accordée au commandant Aziz Korogo dans l'affaire du putsch de septembre 2016. L'ex-chef de corps du RSP est hors des geôles depuis vendredi dernier. Une liberté provisoire qui vient allonger la longue liste des bénéficiaires libérés pour des raisons de santé. Mais pour ce cas-ci, affirme l'observateur Palga, difficile de dire s'il s'inscrit dans le même registre. Pendant ce temps, dans le même dossier, la Cour de justice de la CEDEAO donne raison à Djibril Bassolé face au tribunal militaire. La Cour lui reconnaît le droit de choisir librement ses avocats selon le quotidien, ce qui fait dire à l'Express du Faso qu'il s'agit d'une énième gifle infligée
à la justice burkinabé. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. L'information revient à 22h15 et vous retrouverez Draman Dadia.